Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode du journal d'une agoraphobe. Un podcast pour vous, anxieux, accompagnants d'anxieux et mesdames, messieurs les psychologues ou psychologues en devenir. Je témoigne pour vous de mon expérience d'ancienne agoraphobe. En témoignant, j'espère contribuer à une certaine libération de la parole sur un sujet qui stigmatise bien trop de personnes. La semaine dernière, je vous ai présenté ce podcast, le sujet, l'objectif, comment il a été créé et à qui il s'adresse. Si vous avez raté cette présentation, je vous invite à écouter ce premier épisode. Cette semaine, on va parler de ma première grosse attaque de panique, celle qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. Un début d'après-midi, un dimanche d'août ensoleillé. Tout va bien. En apparence. Je suis contente, c'est le week-end, il fait beau, je m'apprête à passer l'après-midi en ville avec un ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je me prépare en musique et en dansant. C'est dans la joie et dans la bonne humeur que je rejoins l'arrêt de bus. Mais plus je m'approche de l'arrêt de bus et plus je sens un malaise indescriptible monter en moi. J'arrive à l'arrêt de bus. Quelque chose, mais je ne sais pas quoi, m'empêche de monter dans ce bus. Je fais donc demi-tour et je rentre chez moi. J'appelle l'ami que je devais voir et on décide finalement qu'il vienne à la maison au lieu de passer l'après-midi en ville. Comme si tout était normal. Je ne me pose aucune question sur le fait que j'ai quand même été dans l'incapacité de prendre le bus. Durant l'après-midi, je n'en parle même pas d'ailleurs. Ce dimanche, c'est le bus que je ne prends pas. Mais avant ce bus, il y a eu l'anniversaire de Sandrine, auquel je n'ai pas assisté. Cette fois, c'est le retour en voiture la nuit qui m'inquiétait. Cet anniversaire était prévu depuis au moins un mois. Pendant un mois, ce retour m'obsédait un peu. Le jour J, l'idée de ce retour a commencé à me rendre vraiment anxieuse. À tel point qu'au dernier moment, j'ai trouvé un prétexte bidon pour ne pas y aller. Et puis, il y a la fois où je devais aller faire les courses. L'éventualité qu'il puisse pleuvoir a commencé à me trotter dans la tête. Conduire sous la pluie, c'est dangereux. Mais ça fait des années que je conduis sous la pluie. Tout le monde conduit sous la pluie. Sinon, pourquoi on aurait inventé les essuie-glaces ? Sans suspense, ce jour-là, je ne suis pas allée faire les courses. J'ai finalement décidé que conduire sous la pluie n'était pas très raisonnable. Force est de constater que le problème était sous mon nez depuis un certain temps. Mais je n'avais pas en ma possession la connaissance ni les outils pour en prendre conscience et comprendre ce qui était en train de se passer, ce qui était en train de m'arriver progressivement. Ce fameux dimanche d'août, j'ai tout de même été assez rapidement rattrapée par la patrouille. Et oui, début de soirée de ce même dimanche, j'ai passé une bonne journée. Mon ami que je n'avais pas vu depuis longtemps rentre chez lui et je décide, en pleine forme, de faire ma bonne action de la semaine. Je rassemble donc tous mes emballages en plastique et carton et c'est parti pour le tri sélectif. Un énorme sac dans chaque main, je m'approche de mon portail. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends juste que le franchissement de ce portail, qui était jusqu'à présent une simple formalité, aujourd'hui n'en est pas une. Devant ce mètre carré de fer forgé, mes 2 sacs poubelles dans les mains, je suis tétanisée. La seule chose qui me traverse l'esprit et tourne en boucle dans ma tête est « je ne peux pas, je ne peux pas ». Mon corps entier est en mode off, mon cerveau aussi. Je ne bouge pas, fixant ce portail qui constitue pour moi une limite infranchissable. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Une sorte de clivage s'est opéré en moi. Est-ce moi
Est-ce une personne qui observe la scène? Parce qu'en fait, c'est ça. J'ai l'impression que ce n'est pas moi, ou que c'est moi en train d'observer cette scène. Jusqu'à ce qu'une crise de larmes me ramène à la réalité et que d'un coup, d'un seul, je me rends compte que je suis envahie par des sensations qui m'étaient inconnues jusqu'alors. Incapable de surmonter cet état, je recule, mes sacs poubelles toujours fermement serrés, je me précipite vers la sécurité de mon appartement. Je comprends vraiment pas ce qui est en train de m'arriver. De manière totalement incontrôlable, mes larmes n'arrêtent pas de couler. Je n'ai aucune véritable raison de pleurer, mais je pleure. Paniquée et prise au dépourvu par la situation, je téléphone à mon frère. Le pauvre, ça doit être un des appels téléphoniques le plus surréaliste qu'il n'ait jamais reçu. En larmes et totalement incohérente, je lui explique que je ne suis pas capable d'aller jeter une poubelle se trouvant à 10 mètres de mon domicile. Si le discours est incompréhensible, la détresse est palpable. J'ai donc droit à un « ne bouge pas, j'arrive ». Ça tombe bien, je n'ai pas l'intention de bouger, encore moins celle de passer mon portail. C'est le début d'un long parcours auquel je n'étais pas préparée. Pendant les 5 ans qui ont suivi cette crise, la simple idée de sortir de chez moi, non accompagnée, m'oppressait. Mes seuls horizons se limitaient à mon domicile et mon lieu de travail. Et le psychologue, j'ai failli oublier le psychologue. Je n'ai jamais été traumatisée par le fait d'éviter d'aller à un anniversaire ou d'aller faire les courses. Par contre, cet épisode avec mon recyclage de carton et de plastique m'a bien traumatisée. Pourquoi ? Parce que c'était violent. Violent physiquement et mentalement. Assez violent et traumatisant pour que je décide d'avoir peur de revivre cela. Le seul moyen de ne pas revivre cela est d'éviter de sortir de chez moi. Vous voyez où est le problème ? Si j'avais fait attention aux signes avant-coureurs, certainement que rien de tout cela ne serait passé. Mais au lieu de ça, je n'ai rien vu venir. De toutes les façons, comment voir venir un truc pareil si on n'est pas au courant que ça existe ? Voilà pourquoi je souhaite témoigner. Aujourd'hui, vous me direz que c'est des sujets sur lesquels il y a un peu moins de tabous, grâce ou à cause, par exemple, du burn-out. Et oui, l'augmentation du nombre reconnu de cas de burn-out fait que le sujet de la santé mentale est davantage au centre de certains débats, dans la sphère privée, mais également en entreprise, ce qui est une bonne chose. Ceci dit, une personne qui fait une attaque de panique sur son lieu de travail est susceptible d'être facilement et rapidement stigmatisée. Ça, c'est déjà un peu moins une bonne chose. Et pourtant, cela peut arriver à n'importe qui. Alors parlons-en. Vous êtes anxieux ? Vous évitez des gestes aussi simples que de prendre un bus, d'aller à un anniversaire en objectant des craintes que vous n'aviez pas jusque-là ? N'attendez pas le point de non-retour. Contactez un spécialiste de manière à avoir un avis médical et scientifique. Vous pouvez également en parler autour de vous à des personnes en qui vous avez confiance. Vous risquez d'être surpris par le nombre de personnes qui ont été au moins une fois dans leur vie prises d'une attaque de panique. Ne restez en tout cas surtout pas isolé. Vous avez un ami, un collègue de travail qui n'est pas venu depuis un certain temps à vos soirées entre amis ou à vos repas entre collègues de travail. Demandez simplement à cette personne comment elle va. Il ne s'agit en aucun cas de dramatiser la situation et prendre pour agoraphobie ce qui n'en est pas, c'est-à-dire un collègue qui n'a simplement pas envie de sortir ce soir. Mais si les choses durent et sont répétitives, sans qu'il y ait une jolie blonde ou un beau brun qui se cache là-dessous, essayez d'en parler sans vous montrer intrusif. Cela peut être extrêmement utile. Messieurs, dames les psychologues, une personne qui présente les symptômes de l'agoraphobie passe la porte de votre cabinet. Comment abordez-vous le sujet ? Je vous relate ici mon expérience. Lors de ma première séance, et toutes celles qui ont suivi d'ailleurs, ma psychologue m'a beaucoup parlé. Elle a beaucoup discuté avec moi, mais bizarrement, elle a
très peu mis de mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X, pour reprendre une phrase célèbre. Ou plutôt, elle a commencé par mettre des mots qu'elle pensait que j'étais en mesure de comprendre, d'encaisser et qui étaient susceptibles de me rassurer. Des mots comme burn-out, qui était déjà à l'époque un concept relativement connu, et j'ai également entendu à plusieurs reprises parler de troubles anxieux généralisés. Elle a fait son travail avec moi. Elle m'a écouté avec bienveillance. Elle m'a donné des outils dont je me sers encore aujourd'hui pour gérer l'anxiété lorsqu'elle se présente. Mais je n'ai jamais eu droit à une explication franche. Peut-être qu'elle n'a jamais utilisé le mot d'agoraphobie devant moi par crainte de me faire paniquer. C'est vrai que j'avais une tendance à paniquer assez facilement à l'époque. En plus, pour être tout à fait honnête, il y a 10 ans, je ne connaissais même pas l'existence de ce mot. Tout au long de nos séances, elle m'a proposé des outils et des exercices qui font partie des thérapies comportementales et cognitives. Le mot de TCC n'a jamais été prononcé dans son cabinet. Avec du recul, et sans vouloir faire de lucidité a posteriori, je pense que si elle m'avait tout simplement expliqué cette maladie, si elle m'avait dit « voilà, nous allons utiliser telle méthode dans le but de vous soigner, vous allez certainement passer par cette étape, puis cette étape, et encore celle-là, dans l'ordre et dans le désordre d'ailleurs », eh bien cela aurait été bien plus simple et rassurant pour moi. Prenons un exemple. Si un patient se casse une jambe, le médecin va lui expliquer qu'une opération est nécessaire. En quoi consiste cette opération, qu'après l'opération, le patient va devoir porter un plâtre, à la suite duquel il va devoir effectuer des séances de rééducation. Eh bien, d'après mon expérience, pour une agoraphobe, c'est pareil. Ça m'aurait rassuré de pouvoir mettre un mot sur la maladie et les symptômes dont je souffrais. Ça m'aurait rassuré de connaître les étapes par lesquelles j'allais passer. Si je suis en mesure de mettre un nom ou un adjectif sur ce dont je souffre, ça veut dire que d'autres en souffrent aussi, non ? J'apprenais un certain nombre d'exercices à chaque séance. Bien évidemment, ces exercices m'aidaient. Mais je pense que je me serais sentie davantage rassurée si j'avais su que ces exercices faisaient partie d'une méthode thérapeutique, validée scientifiquement, des thérapies cognitives et comportementales. Et effectivement, si elle avait mis des mots sur ma maladie et sur le protocole de soins que j'étais en train de suivre, c'est un peu comme si elle me donnait une feuille de route qui mène à la guérison. J'aurais peut-être pris ça comme une promesse de guérison, promesse qu'elle n'était pas en mesure de me garantir. Soit. À mon avis, c'est pour ça que les mots n'ont pas été prononcés. Et puis, si elle avait dit le mot agoraphobie, j'aurais été sur Internet. J'aurais fait des milliers de recherches qui auraient peut-être parasité son travail. Il n'empêche que j'aurais aimé savoir. D'une part, je me serais sentie rassurée de savoir que j'étais en train de suivre un protocole, et d'autre part, savoir aurait également levé ma culpabilité. Culpabilité de l'état dans lequel je me trouvais. N'ayant, à mon sens, aucune raison d'être dans cet état de léthargie, je m'en voulais de ce comportement de repli qui avait des conséquences sur tous les membres de ma famille. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce 2e épisode du journal d'une agoraphobe. Un épisode dans lequel nous avons compris que s'il y a une attaque de panique ingérable, c'est bien souvent qu'elle a été précédée par un certain nombre de signes avant-coureurs. Que si on informe les gens de l'existence et des conséquences des différentes phobies, eh bien cela peut avoir un effet bénéfique, voire préventif. Et oui, c'est uniquement au courant d'un problème que nous sommes en mesure de l'affronter. Alors parlons, expliquons, déstigmatisons ces phénomènes mentaux afin de donner aux patients et à leur entourage de quoi se défendre et contre-attaquer. Ce podcast est une manière pour moi de parler, d'expliquer et de déstigmatiser. Si vous pensez que cela peut aider les patients et ou leur entourage, partagez, notez et commentez cet épisode. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.
épisode où je vous raconterai, suite à cette première attaque de panique, ma visite à la permanence médicale d'urgence. À votre avis, comment le corps médical m'a-t-il reçu ? Vous allez voir, ce n'est pas banal.